On va reprendre pour cette avant-dernière session en faisant un petit pas de côté par rapport à la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant concernant les makers et cette dimension communautaire, pour aller voir du côté de la robotique une espèce de cas peut-être particulier d'application ou de proximité par rapport à ces enjeux, et vous comprendrez justement l'enjeu de l'initiative dans un instant, et je laisserai Pierre-Yves Oudélier expliquer ensuite, avec donc un chercheur en robotique, Pierre-Yves Oudélier, qui travaille à l'INRIA et qui va revenir dans sa présentation sur comment la robotique peut permettre de mieux comprendre l'humain à travers différents types d'expérimentation, et de vous montrer ensuite le lien important avec la thématique de la journée. Donc je vous demande d'accueillir Pierre-Yves Oudélier. Bonjour, je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de participer à cette journée. Je vais effectivement parler de makers et de technologie, de prototypage rapide, et j'aimerais essayer d'illustrer que c'est un univers qui peut avoir un impact assez important pour des questions scientifiques finalement assez profondes. Et donc pour ça, eh bien, je vais commencer par vous parler de science. On va faire un petit détour scientifique. L'un des plus grands mystères du monde qui nous entoure, et pour laquelle la science a encore vraiment beaucoup de découvertes à faire, c'est la manière dont les enfants grandissent, la manière dont ils apprennent à découvrir leur corps, à marcher, à se mouvoir, à découvrir les objets qui les entourent, à les reconnaître, puis à apprendre à découvrir les autres, par le langage en particulier. Et en fait, il semble qu'aujourd'hui, à côté des sciences humaines, par exemple la psychologie, puis des sciences du vivant, par exemple les neurosciences, et bien en fait, les sciences du numérique, et en particulier la robotique, peuvent jouer un rôle assez essentiel pour nous aider à éclairer ces mystères. Alors pourquoi et comment les robots pourraient-ils nous aider? En fait, pour le comprendre, il faut d'abord réaliser que le développement cognitif d'un enfant, c'est un processus qui prend place à plusieurs échelles d'espace et de temps. On a au niveau cellulaire, où la complexité chimique est déjà immense, et puis il y a le niveau des groupes de cellules, puis des organes, dont par exemple le cerveau, qui met en interaction des milliards de neurones. Et puis on a le niveau des interactions entre le corps et son environnement physique. Et puis on a le niveau entre les interactions entre l'individu et son environnement social. Et puis ça se passe à l'intérieur d'un processus culturel plus large au niveau d'une population. Et c'est vraiment compliqué. Et d'ailleurs, quand on regarde ces interactions, elles se passent pas simplement du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas, du milieu vers les côtés. Il n'y a pas dans le génome un plan qui permet de construire un organisme. Des organismes qui ont le même génome, d'ailleurs, peuvent donner lieu à non simplement des personnalités, mais tout simplement des corps qui sont très différents, et ça dépend vraiment de l'environnement. Et donc on a bien véritablement un système complexe. L'individu, il se construit en interaction constante avec son environnement physique et son environnement social. Et donc pour comprendre, les approches réductionnistes vont être extrêmement limitées. Il faut une approche systémique, il faut essayer de le comprendre dans sa globalité, l'individu. Est-ce qu'on peut comprendre un tel système complexe uniquement par l'observation et par le verbe, qui sont les deux outils traditionnels des sciences humaines et des sciences du vivant? Est-ce qu'on imaginerait pouvoir comprendre le comportement chimique des molécules, la formation des nuages, le climat ou la formation des galaxies uniquement par le verbe et par l'observation? Non, évidemment, on sait depuis longtemps qu'il est absolument essentiel d'ajouter au verbe et à l'observation le langage des mathématiques et celui des algorithmes qui permet de modéliser et puis de faire des simulations. En fait, le développement d'un enfant, c'est encore plus compliqué que tous ces systèmes dont je viens de parler. La formation des galaxies, le climat, c'est extrêmement compliqué, mais c'est de la rigolade par rapport au développement cognitif d'un enfant. Donc il semble totalement impensable, finalement, d'espérer de comprendre sans le modéliser, sans essayer de reconstruire au moins certains aspects de ce développement avec des algorithmes. En fait, les simulations informatiques, elles ont déjà permis de faire des gros progrès pour la compréhension du comportement des sociétés d'insectes,
Dans les années 80, par exemple, on a permis, grâce à ça, de comprendre un petit peu comment des sociétés de termites pouvaient construire des termitières. Et puis, dans la décennie qui vient de s'écouler, on a observé une forme de révolution épistémologique dans laquelle on a vraiment commencé à utiliser des robots pour nous aider à mieux comprendre l'enfant, le développement de l'enfant. Mais alors, pourquoi des robots et pas simplement des algorithmes et des mathématiques? Parce que comme on va le voir, je vais vous donner des exemples, en fait, le corps et ses propriétés physiques, matérielles, jouent un rôle fondamental dans la cognition. Alors, on va prendre plusieurs exemples. On va commencer par l'exemple de la marche. Qu'est-ce que c'est que marcher? En fait, on est encore très loin de comprendre comment nous, les humains, on marche avec deux jambes. Encore plus loin de comprendre comment les enfants l'apprennent. Est-ce que marcher, c'est calculer? Est-ce que c'est le cerveau qui, à chaque instant, va calculer les activations musculaires, les influx nerveux qu'il faut envoyer dans les muscles, de manière à bouger les jambes pour essayer de ne pas tomber, et en même temps avancer et dépenser le moins d'énergie? C'est l'approche en fait qui a été suivie pendant très longtemps par beaucoup de spécialistes de la marche chez l'homme, et puis aussi par beaucoup de roboticiens, qui pendant longtemps ne se sont pas beaucoup intéressés à essayer de comprendre l'homme, mais surtout à faire marcher des robots. Ça concerne en fait la plupart des robots humanoïdes que vous avez pu voir jusqu'à présent, ici et là. On en voit un exemple connu ici, qui est le robot humanoïde de Honda. Et s'il y a parfois de jolies performances, comme celui-là, ils sont encore loin de courir les rues, vous l'aurez remarqué. Ils tombent vraiment très facilement, mais surtout leur démarche, elle est tout sauf naturelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très différent du vivant, bien que la manière d'essayer de les construire est inspirée d'une certaine compréhension peut-être erronée du vivant. En fait, peut-être que marcher, c'est pas calculé, ou alors c'est pas uniquement calculé. Il y a une vingtaine d'années, il y a un roboticien génial qui s'appelle Tad McGeer, et qui a construit une structure mécanique, une paire de jambes mécaniques qui n'avait ni moteur, ni ordinateur, ni alimentation électrique, donc vraiment sans aucun calcul. Par contre, il a essayé de reproduire un petit peu certains aspects de la géométrie des jambes humaines. Et puis il l'a lancé sur un plan incliné. Alors voilà ce qu'on a observé. On a reproduit cette expérience un certain nombre de fois dans plusieurs laboratoires du monde. En fait, on voit qu'une structure totalement mécanique génère spontanément une marche qui est naturelle, beaucoup plus naturelle que le plus beau des robots japonais que vous avez pu voir, et qui est en plus très stable, qui peut durer indéfiniment sur un tapis roulant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? La marche, elle s'auto-organise. En fait, il y a une interaction physique entre le corps et la gravité qui génère spontanément de la structure, de l'ordre, qui génère un ordre qui n'est pas programmé dans les gènes, parce qu'ici, il n'y a pas de gènes d'ailleurs. Il n'y a pas de programme du tout. Et en fait, une telle expérience, ça aurait été absolument impossible avec un animal. On ne peut pas séparer le système nerveux du corps, etc. Ici, le robot a été vraiment un outil extraordinaire, conceptuel, pour comprendre mieux la marche humaine. Donc passons à un autre exemple. L'homme a une capacité formidable à apprendre des savoir-faire nouveaux par lui-même. Mais comment est-ce qu'on peut découvrir par soi-même quelque chose qu'on ne connaît pas déjà? C'est assez mystérieux. En particulier, une chose extraordinaire, c'est que l'enfant, il n'apprend pas une seule chose dans sa vie, mais il apprend toute une multitude de choses. Ça va de la locomotion à la construction, au langage. Et ces apprentissages, ils se font progressivement, dans un ordre tout à fait particulier. L'enfant, par exemple, il apprend d'abord à tenir sa tête, puis plus tard, il essaye d'avancer en rampant, puis il essaye de se mettre debout, puis vers un an, à peu près tous, ils essayent de marcher avec deux pattes, avec deux jambes, même si à ce moment-là, c'est beaucoup moins efficace, ça va moins vite, et en plus, c'est plus douloureux, parce qu'on tombe tout le temps. Mais billes en tête, ils veulent faire ça. C'est difficile aussi de penser que tous les apprentissages sont préprogrammés dans le génome, parce que, d'abord, l'évolution, par exemple, elle n'a pas encore eu le temps d'anticiper l'apprentissage du vélo ou l'usage des ordinateurs, et pourtant, les gamins, ils apprennent très vite ça. Donc une question, c'est comment ça se fait qu'à un moment donné, l'enfant, il se met à vouloir explorer une activité nouvelle? Pourquoi, à un moment donné, par exemple, il se met à vouloir essayer de marcher sur deux jambes? Alors l'environnement social, ça joue un rôle, évidemment, très important. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Il semble qu'il y a en nous une autre force assez fondamentale pour notre développement, puis pas simplement chez les enfants, mais chez l'adulte, et puis tout au long de la vie, c'est la curiosité. C'est celle qui nous pousse à découvrir, à inventer, à créer. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens curieux, de créateurs. Et alors, il y a beaucoup de travaux en psychologie qui ont identifié qu'il y avait effectivement dans le cerveau une sorte de motivation intrinsèque qui nous pousse à explorer les objets, les activités pour le pur plaisir de les pratiquer.
pas pour gagner de l'argent, pas pour avoir de la reconnaissance sociale, pour le pur plaisir de les pratiquer, pour expérimenter des choses nouvelles. Et en fait, on comprend encore très très mal ces mécanismes de la curiosité, puis en plus, comment ils peuvent impacter le développement de l'enfant. En neurosciences, on ne sait presque rien sur la curiosité. Alors il se trouve que dans mon équipe, avec mes collègues, ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de comprendre un petit peu mieux ces mécanismes, et on essaye de le faire en construisant des robots. Des robots qui vont s'intéresser à leur propre initiative, à des choses nouvelles. Alors, en fait, ces robots, ils ne vont pas s'intéresser à n'importe quelle activité nouvelle. Après beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations, on s'est aperçu qu'il y avait un mécanisme particulièrement intéressant. C'était de faire que les robots s'intéressent aux activités dans lesquelles il y a du gain en information, pour lesquelles il y a une sorte de progrès en apprentissage. Celles qui sont ni trop faciles, ni trop difficiles, mais un tout petit peu plus difficiles que ce qu'il sait faire à un moment donné, mais qui pense quand même qu'il va pouvoir arriver à faire. Donc, par exemple, dans une architecture algorithmique qu'on appelle IAC, pour Intelligent Adaptive Curiosity, on a d'abord un niveau en haut dans lequel le robot, à chaque fois qu'il fait une action dans un contexte donné, il essaie de prédire la conséquence de ses actions. Par exemple, avec un réseau de neurones artificiels. Et puis ensuite, il fait l'action, il mesure la conséquence, il compare par rapport à ce qu'il avait prédit, il calcule l'erreur en prédiction, et puis il peut s'améliorer, se corriger. Et puis par-dessus ça, enfin en fait ici c'est en bas, on a un module de métacognition qui va lui permettre en permanence d'apprendre à prédire l'évolution des erreurs du niveau qui est en haut. C'est-à-dire qu'en gros, il va être capable de dire si tel ou tel type d'action a des chances de lui apporter des progrès. Il est capable de s'auto-évaluer et d'auto-évaluer son potentiel d'apprentissage dans les situations. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais aujourd'hui, ça, on sait bien le faire. Et puis enfin, on a un module d'optimisation qui va choisir, à un moment donné, les actions qu'il faut faire pour essayer de se retrouver dans des situations dans lesquelles on fait cette expérience de progrès en apprentissage. Alors, on a, par exemple, testé ce système dans une expérience qu'on appelle l'expérience du playground. Donc, on a ici au centre un petit robot qui est doté de ce système d'apprentissage dirigé par la curiosité. Alors, au départ, il ne connaît rien, non seulement de son environnement, mais rien aussi de son corps. Tout ça, c'est une boîte noire. Et puis, on va observer quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, typiquement, il va commencer par faire des mouvements un petit peu désordonnés, un peu au hasard, puis assez vite, il va commencer à utiliser que certaines parties de son corps en même temps. Puis il va progressivement commencer à faire des mouvements dans des directions dans lesquelles, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on sait qu'il y a des objets. Lui, il n'a pas la notion d'objet. Et nous, on sait qu'il y a des objets et on le voit commencer à faire des trucs vers des objets. Au début, c'est assez peu spécialisé. Et puis un petit peu plus tard, ça commence à se spécialiser. Il commence par exemple à essayer de jouer avec l'objet qui est devant lui, à essayer de l'attraper avec sa bouche. Là, on voit une tentative ratée, par exemple. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, il va commencer à s'intéresser à un autre objet qui est sur sa gauche. Et puis systématiquement, il va essayer avec sa patte de le faire bouger, de voir comment on peut le pousser. Et puis un petit peu plus tard, il va arrêter de faire ça. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers l'autre robot. Et puis il va commencer à vocaliser systématiquement vers lui. En fait, l'autre robot, il a été programmé pour imiter le premier, quand le premier vocalise et le regarde en même temps. Découvre la communication. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu été trop vite dans mon commentaire. Il n'a pas encore découvert que quand on vocalise vers un objet, ça ne répond pas. Normal, on ne lui a pas dit. Donc il le fait pendant un moment, puis après il arrête. Puis à la fin, il se met à interagir juste avec l'autre. Alors, on voit des choses très intéressantes. D'abord, il apprend à manipuler des objets, mais l'ingénieur ne lui a pas demandé d'apprendre à manipuler ces objets. C'est vraiment la conséquence indirecte de sa motivation intrinsèque pour apprendre. Ensuite, son comportement, il va s'auto-organiser en des phases comportementales qui sont de plus en plus complexes et qui sont assez bien définies. Mais en même temps, elles n'ont pas été préprogrammées à l'avance. Un peu comme les enfants qui vont dans des phases progressives, qui suivent un ordre, une structure. Ça n'a pas été programmé à l'avance. C'est vraiment le résultat dynamique de l'interaction entre son cerveau, le système de curiosité, son corps et l'environnement. Le corps, effectivement, là-dedans, il a un effet très important. C'est lui qui va déterminer la complexité des effets que le robot va produire sur son environnement. Et donc ça va guider, ça va contraindre le système de curiosité et finalement, ça va en partie déterminer la trajectoire du développement. En fait, ces travaux, ils ont été aujourd'hui à l'origine de plusieurs hypothèses nouvelles sur le développement cognitif des enfants. Et avec plusieurs laboratoires de neurosciences dans le monde, maintenant, on fait des expériences avec les humains qui sont guidés par ces hypothèses, qui n'ont pu être générées qu'en jouant, qu'en construisant avec des robots. Alors, on vient de voir un mécanisme qui a probablement un rôle important dans la découverte de l'autre, dans la découverte de la communication vocale.
Mais concernant le langage, en fait, on peut utiliser les robots pour s'interroger sur une autre question. Comment est-ce que les langues naissent? D'où elles viennent? Alors, en fait, cette question, ça a été l'objet de plusieurs expériences, dont l'expérience Ergo-Robot qu'avec mon équipe, on avait réalisée il y a 1 an et demi dans le cadre d'une exposition à la Fondation Cartier qui s'appelait Mathématiques, un dépaysement soudain. Et pour la mise en scène de cette expérience, en fait, on en profitait pour explorer aussi une nouvelle manière de parler des sciences au grand public, une manière qui était, entre guillemets, un petit peu moins plan-plan, on va vous expliquer comment fonctionne le cerveau, les robots, etc., mais plutôt faire sentir le côté émotionnel et sensuel de l'activité scientifique. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a collaboré avec le cinéaste, mais qui est aussi sculpteur et musicien David Lynch. Vous allez tout de suite reconnaître le style. Donc, on avait un grand œuf, qu'on voit ici, à peine ouvert, dans lequel on avait 5 petits robots qui évoluaient, qui faisaient les choses suivantes. D'abord, ils étaient dotés d'un système de curiosité, celui que je viens de vous présenter. Ensuite, ils pouvaient apprendre des actions nouvelles, en observant les visiteurs qui, par cette entrée ici, pouvaient tendre leurs mains et puis faire un certain nombre de gestes qu'ils pouvaient imiter. Et puis, au cours d'interactions pair-impair, ces robots négociaient des mots nouveaux pour parler de leur environnement. Alors, on va voir ça ici un petit peu au milieu d'une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent de faire là? Ils viennent de jouer à ce qu'on appelle un jeu de langage. C'est-à-dire qu'il y a un des robots qui a montré un objet à son voisin, puis il lui a dit comment il l'appelait. Alors, s'il n'avait pas de mots, il en a juste inventé un au hasard. Et l'autre, après, il fait pareil. Et puis ensuite, en fonction de s'ils avaient le même mot ou pas le même mot, ils mettent à jour, 2 par 2, leur modèle du vocabulaire. Puis ensuite, ils interagissent avec quelqu'un d'autre, puis encore avec un autre. Et puis, au fur et à mesure de ces interactions ponctuelles, pair à pair, au bout d'un moment, alors qu'au départ, ils n'avaient absolument aucune langue, aucun vocabulaire, il y a une nouvelle convention linguistique qui se forme, un nouveau lexique qui se cristallise et qui leur est propre. Ça veut dire que si on refait l'expérience avec une autre population de robots, elle va inventer une autre langue, une autre convention linguistique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là encore, le corps, les propriétés physiques du corps, mais aussi de l'environnement, ont leur importance. En fait, ça va avoir des conséquences sur comment on peut agir sur le monde et qu'est-ce qu'on peut percevoir. Et donc, par exemple, s'il y a beaucoup de formes colorées dans le monde, la langue elle-même va s'adapter de manière darwinienne, mais au niveau culturel, de telle manière que beaucoup de mots qui parlent des couleurs vont se développer. S'il n'y a aucune couleur, mais que des formes qui changent, et tout est de la même couleur, alors il n'y aura pas beaucoup de mots pour la couleur. Il y a par contre beaucoup de mots pour les formes. C'est un travail qui est notamment basé sur les travaux pionniers de quelqu'un qui s'appelle Luke Stills, et qui a permis de beaucoup éclairer la question des origines du langage en linguistique évolutionnaire, en biologie évolutionnaire ces dernières années. Alors, pour ceux qui, c'est la petite minute de publicité, pour ceux qui voudraient aller creuser un petit peu plus sur cette question de la manière dont construire des robots, ça peut nous aider à mieux comprendre l'homme, et en prenant l'exemple de l'origine du langage, il y a un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui s'appelle « Aux sources de la parole ». Alors, modéliser le développement cognitif avec des robots, comme on vient de le voir, effectivement, ça ouvre des perspectives assez étonnantes pour comprendre mieux le développement cognitif. Ça permet de désimbriquer les rôles du cerveau, de l'environnement, du corps. Dans tous les exemples dont j'ai parlé, rappelez-vous, le corps du robot, sa dimension physique avait une importance. Donc on en vient rapidement à se poser la question, presque philosophique, est-ce que finalement, dans ce contexte-là, le corps peut devenir une variable expérimentale? Avec des animaux ou encore moins des humains, évidemment, c'est difficile d'imaginer des expériences du type, par exemple, qu'est-ce qui se passe chez un enfant s'il a 3 pattes? On va faire quoi sur ce développement cognitif? Ou alors, tiens, on va prendre le cerveau d'une souris puis on va le mettre dans un corps de serpent. Il va se développer comment le serpent? Pas très facile à faire, ça. Mais avec des robots, est-ce qu'on peut le faire avec des robots? Alors en principe, oui, parce qu'on peut découpler le corps du soft, d'une certaine manière. Mais un petit problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est que les robots qu'on utilise pour faire des expériences, en particulier si on fait des sciences cognitives, ils ont un corps qu'on n'a pas choisi. On achète le robot, et le robot il a été fait par des industriels ou des gens qui font des prototypes, et puis il a un corps qu'on ne peut pas changer.
Et forcément, si on veut considérer le corps comme une variable expérimentale, ce n'est pas idéal. Et puis en plus de ça, le corps, il ne peut pas changer, puis souvent, il peut être dangereux, puis il est difficile à réparer soi-même. Si on fait des robots qui vont apprendre par exemple à marcher, par définition, il va tomber souvent, il va se casser. On n'apprend pas sans faire des erreurs et sans parfois même se casser. Donc il faut le réparer soi-même. C'est un problème. Il faut être capable de le tuner soi-même, de changer le corps. Et donc en fait, pour répondre à ce besoin, avec mon équipe, on a profité justement de la nouvelle possibilité qui est offerte par le paysage dont on discute aujourd'hui, qui est celui du prototypage rapide, le paysage des makers. Et pour le corps d'un robot, tout simplement, on le design, puis on l'imprime. Il se casse, on veut changer la forme d'une partie, on le redessine, on l'imprime, on l'assemble sur le bureau. Pour l'électronique et les moteurs, il y a aujourd'hui beaucoup de technos qui sont en même temps grand public, ouvertes et vraiment assez performantes. Et ça nous a amené à concevoir le robot humanoïde Poppy, qui est ici et qui est probablement le premier robot humanoïde open source français, on va dire, parmi les robots qui ne sont pas des jouets. Et donc, en fait, je vous annonce aujourd'hui la mise à disposition des plans et des sources pour le grand public, pour la science, mais aussi pour l'art et pour l'éducation. Donc, tout son squelette s'imprime entièrement avec des imprimantes 3D. Il est relativement low cost, alors on va dire par rapport aux robots dont je parlais tout à l'heure, qui sont typiquement utilisés dans les laboratoires de sciences, c'est-à-dire qu'en gros, le prix des parties, c'est à peu près 6 000 €. Et il est basé sur une approche morphologique, dans sa version de départ, qui reprend beaucoup les idées de Tad McGeer, que je vous ai présentées précédemment. Donc, je vais vous montrer bientôt une vidéo. Donc, ici, on voit toutes les pièces. En 2 jours, on peut arriver à peu près à le monter. Ici, on voit un exemple de comment est-ce qu'on peut faire varier en une après-midi la forme des jambes. Par exemple, ici à gauche, on a une forme de jambe qui reprend la géométrie de l'humain. Et ici, on a une forme de robot qui reprend la géométrie d'à peu près 99,9% des robots. Et on s'est aperçu, par exemple, que ce changement permettait de faire gagner beaucoup de choses dans l'équilibrage. Et puis, je vais conclure sur cette petite vidéo qui va vous en présenter un petit peu plus sur notre ami Poppy. Elle a aussi une grande différence par rapport à beaucoup de robots humanoïdes. C'est sa colonne vertébrale, qui n'est pas un gros bloc dans lequel on met les batteries et l'ordinateur, comme par exemple un certain nombre des grands robots humanoïdes asiatiques, mais qui est multi-articulé, ce qui permet en fait des possibilités assez nouvelles pour l'équilibrage et la marche, et aussi, comme vous allez le voir, pour l'interaction physique avec l'humain. En fait, c'est un robot avec lequel on peut avoir des interactions physiques. Et puis, il n'y a pas besoin d'être dans un laboratoire avec des grilles autour. Mais on peut l'emmener rencontrer le grand public, ce qu'on a déjà fait. Et des enfants peuvent le prendre par la main. Et comme on va le voir un petit peu plus tard, il peut nous suivre. Donc là, on le voit dans notre labo où on fait des expériences pour comparer un petit peu le rôle de la morphologie des jambes pour la stabilisation de la marche. C'est un projet qui est en cours avec un groupe d'artistes à Bordeaux dans lequel on explore la notion de mouvement et la manière dont il peut être généré et aussi être perçu émotionnellement sans forcément que ce soit programmé. Voilà, et je conclurai ici. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés parmi vous, qui ont envie de jouer avec ce robot, de l'expérimenter, de le hacker, eh bien, poppyproject.org. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Quelques questions rapidement, même si
J'ai pas vu énormément de questions sur Twitter. Tout le monde fasciné par ces questions de langage, de modélisation cognitive. Mais une question qui me vient à l'esprit, c'est le pourquoi du robot humanoïde. Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer, hein, si on faisait le pendant de l'évolution du langage, du robot qui développe sa propre langue, d'un robot qui pourrait aussi développer ses propres formes par rapport à son contexte de développement, si je peux utiliser ce mot, ou sa fonction en fait. Est-ce que ça, c'est aussi des choses qui vous intéressent je pose la question aussi à travers la thématique de la journée qui est de produire autrement, de laisser faire les gens et modifier, hacker, transformer peut amener à faire des choses qui ressemblent plus vraiment à un robot au sens où on l'a en tête. En fait, par exemple, en particulier, avec ce même genre de technologie, l'une des choses qui maintenant va pouvoir être réalisée et qu'on avait du mal à réaliser avant, c'est de reprendre ces expériences dans lesquelles on a des robots qui inventent leur langue et puis de changer systématiquement la morphologie de ces robots, et en particulier de leur faire jouer des jeux de langage quand ils ont un corps qui est vraiment très très différent du nôtre, volontairement différent du nôtre, de telle manière à essayer de comprendre quelle va être la structure de la langue qu'ils vont inventer. Alors pourquoi ici c'est un robot humanoïde? C'est parce qu'il y avait deux questions qui nous intéressaient dans ce contexte-là. La première, c'était celle dont je vous ai parlé au départ, la marche bipède. On s'intéresse à comprendre la marche bipède chez l'humain, et donc il est nécessaire qu'on puisse jouer avec la morphologie de l'humain. Et puis aussi l'interaction, en particulier l'interaction émotionnelle et physique avec l'humain. Et il est vrai qu'avoir une forme humanoïde, ça permet de déclencher dans le cerveau de l'homme un certain nombre de facilitateurs de l'interaction. Mais c'est tout aussi intéressant de se poser exactement les mêmes questions, et au contraire, encore une fois, de volontairement prendre des formes les plus différentes possibles de l'humain. D'accord, merci. Et une autre question si on revient à la thématique également du open source hardware et software. Il y a une limite qui peut être celle du prix, mais par rapport à la question de programmer des comportements, et là on a vu donc un hardware, mais est-ce qu'il y a une composante logicielle qui est, on va dire, facile à manipuler, à transformer pour pouvoir avancer là-dedans? Quel regard vous avez sur la partie logicielle qui exige aussi un poids assez important dans le travail? Tout à fait. Elle est très importante, et effectivement, cette plateforme-là, elle vient pas simplement avec les sources du squelette, mais elle vient aussi avec une librairie de programmation dans plusieurs langages de programmation qui est aussi open source, qui permet à tout le monde de très rapidement, une fois qu'on assemble, à pouvoir en Python par exemple programmer le robot. Et par ailleurs, il existe aussi dans cet univers-là un certain nombre de logiciels qui sont libres aussi et qu'on peut facilement plugger, par exemple, pour mettre des méthodes d'apprentissage. Et c'est très important effectivement de mettre à disposition ces outils qui sont aujourd'hui dans les labos de recherche, mais qui peuvent donner lieu à des expérimentations, à des idées scientifiques, même parfois nouvelles, quand elles sont expérimentées en dehors des labos, mais dans d'autres univers. Ok, merci beaucoup.